femmes sont plus touchées par l'incontinence urinaire que les hommes, pour des raisons tout d'abord anatomiques et physiologiques. Le facteur le plus important est la qualité du soutènement des structures sphinctériennes et de l'urètre, qui est beaucoup plus faible chez la femme que chez l'homme. Donc, en fait, une des conséquences de ça, c'est qu'en vieillissant, si les structures vaginales deviennent plus souples, moins fermes, l'urètre est moins soutenu et donc plus propice à l'incontinence urinaire. L'urètre est également plus court chez la femme, ce qui est aussi un facteur important d'incontinence. De même, il y a un rôle hormonal non négligeable et donc c'est pour ça que les femmes sont plus touchées, notamment à partir de la ménopause. On sait que les troubles urinaires vont augmenter progressivement pendant la grossesse, liés à des modifications anatomiques et à des modifications hormonales. Ça va ainsi toucher entre 15 à 50% des femmes enceintes. Alors, on sait qu'il existe des facteurs de risque d'incontinence au moment de la grossesse. C'est notamment l'âge maternel élevé, la grande multiparité, le fait d'avoir accouché de nombreuses fois, le surpoids ou l'activité physique importante avant la grossesse. On sait que cette incontinence urinaire pendant la grossesse est un facteur de risque d'incontinence urinaire à long terme. Et donc, certains ont cherché des solutions pendant la grossesse pour savoir si la kinésithérapie pouvait contribuer à traiter cette incontinence urinaire après l'accouchement. Alors, certes, ça contribue au renforcement musculaire, mais ce n'est absolument pas suffisant pour prévenir les effets sur la continence. Il faut savoir par ailleurs que ces troubles urinaires vont diminuer spontanément dans les 3 premiers mois qui suivent l'accouchement. Et pour celles chez qui l'incontinence va persister, on va mettre en place dans un premier temps des séances de rééducation périnéale. Cette rééducation, elle doit être effectuée avec au moins 3 séances par un professionnel. Lorsqu'il y a une persistance de cette incontinence urinaire, on a dans le cadre de l'incontinence par urgence des solutions médicamenteuses ou de neurostimulation à proposer. Et dans le cas de l'incontinence urinaire à l'effort, on peut proposer des solutions chirurgicales. Donc les femmes, en tout cas, peuvent de plus en plus facilement trouver des informations pertinentes. Les médecins généralistes sont bien sûr un interlocuteur de choix en première intention, de même que cela peut être abordé lors de son suivi gynécologique. En tout cas, il s'agit surtout de libérer la parole, de déculpabiliser. Il ne s'agit pas du tout d'une maladie honteuse, mais il s'agit d'une maladie qui peut avoir de gros impacts sociaux. Donc, il faut évoquer cela avec son médecin traitant, son gynécologue, pour qu'il fasse le point et adresse éventuellement un spécialiste qui saura proposer des solutions qui ont des résultats quand même tout à fait satisfaisants pour les patientes. Comme l'a dit le docteur Poinas, en fait, il y a des progrès qui sont réalisés, mais ça reste encore un tabou dans la société, parce qu'effectivement, ça renvoie à des images de sentiments de honte, de dégradation de l'image de soi. Ça s'explique aussi parce que les patientes sont victimes d'idées reçues, c'est-à-dire qu'on pense que souffrir d'incontinence urinaire, c'est normal, c'est le vieillissement. Donc, en fait, les patientes, elles manquent vraiment d'informations et donc, elles ont une méconnaissance des facteurs de risque. Par exemple, on ne leur explique pas que la constipation, qui est pourtant très fréquente, c'est un facteur de risque très important de troubles de la statique pelvienne. Et les professionnels de santé questionnent trop peu les patientes sur leurs troubles périnéaux. Donc, il faut insister sur ce point. Et je pense qu'il faut, dès le plus jeune âge, les sensibiliser à cela, avec éventuellement des cours d'anatomie du périnée, en plus des cours d'éducation sexuelle. Il ne s'agit pas donc d'une maladie dangereuse pour la santé à proprement parler, mais en fait, il s'agit quand même d'une maladie qui a des impacts très importants au niveau de l'estime de soi, donc au niveau professionnel, au niveau social et bien sûr au niveau intime. Et ce n'est pas du tout à négliger, c'est quand même une composante très importante de l'état de santé, même si il n'y a pas de risque de développer de cancer ou de façon très nette de développer des infections urinaires, c'est quand même une pathologie qui a des grosses conséquences personnelles, professionnelles. Les bonnes pratiques, en fait, s'acquièrent dès l'enfance avec de bons réflexes. Alors, c'est des choses simples. Pour uriner, il faut s'installer confortablement. Donc, pour les filles, il faut qu'elles soient assises, avec les genoux un peu écartés pour favoriser la décontraction du périnée. Il ne faut pas interrompre la miction en cours, c'est-à-dire qu'on recommandait il y a très longtemps ce qu'on appelle le stop pipi, qui est très délétère pour la fonction urinaire. Il ne faut pas se retenir trop longtemps. Il faut aller uriner régulièrement. Il ne faut pas se retenir quand l'envie d'aller à la selle se présente, puisqu'on sait que la constipation va favoriser ces troubles urinaires. Et chez l'adulte, il faut conserver ces bonnes pratiques, ces bonnes habitudes, en veillant en plus à prévenir le surpoids par une alimentation saine. On sait que le surpoids favorise aussi les 2 types d'incontinence urinaire. Il faut pratiquer une activité physique régulière, mais éviter la pratique intensive prolongée. On va en parler juste après.
Après l'accouchement, il faut éviter de porter des charges lourdes, bien suivre la rééducation du périnée qui est prise en charge, et puis réduire les excitants, l'alcool, le thé, le café et les sodas. En ce qui concerne l'activité sportive, elle est recommandée pour le bien-être général, mais certaines activités, notamment lorsqu'elles sont pratiquées de façon intensive, peuvent entraîner des troubles de la statique et en particulier l'incontinence urinaire à l'effort. Ça concerne jusqu'à 25% des patients de plus de 25 ans qui pratiquent un sport régulièrement. Alors, certains sports sont très à risque, notamment les sports à impact, le trampoline, la course à pied, l'aérobic, et d'autres présentent un risque relativement faible, comme la natation, la marche, le vélo ou le roller.